Voilà, comme ça, je reprends l'enregistrement. Voilà, je vais mettre ça en évidence. Partager mon écran qui est là. Voilà. Voilà, normalement, vous voyez le mât. Vous le voyez, le petit mât? Très bien. Oui. Super, très net. Voilà. Donc, ici, si vous avez des questions, je vous invite plutôt à les déposer dans le chat pour ne pas trop perturber. Et puis, en même temps, ça va nous permettre de… Moi, je pourrais revenir voir les questions après si je n'y ai pas répondu, par exemple, pendant l'atelier. Voilà. Alors, c'est tout simple. On va commencer tout de suite. Je vais vous inviter à regarder cet arcane, voilà, le mât du tarot de Marseille, ici. Hein. Je vais vous la présenter en grand. Là, vous l'avez dans son entier parce que là, elle est coupée et tout est important. Et je vais vous proposer de, sans réfléchir, si possible, de voir ce que vous y percevez. Qu'est-ce qui vous parle? Si vous aviez ouvert une boîte du tarot de Marseille, que vous aviez tiré une carte et que c'était celle-ci qui était tombée, arrivée, quel message entendriez-vous? Voilà, je vous invite déjà à réfléchir à ça, sans trop réfléchir. Qu'est-ce qui vous attire en premier? Qu'est-ce qui vous parle en premier? Vous pouvez le déposer dans le chat. Ou le garder pour vous. Ne vous sentez pas obligé non plus de partager tout. Très bien, j'ai déjà une petite réponse. Merci. En fait, la manière dont je vois, dont j'ai commencé moi avec le tarot de Marseille, je ne suis pas quelqu'un qui lit les modes d'emploi et des choses comme ça. Voilà, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux arcanes et au tarot, au début, j'ai commencé à lire, j'ai plein de bouquins qui sont là, et j'ai commencé à lire les définitions, entre guillemets, et franchement, ça ne me parlait pas spécialement, puis ça me semblait tellement rigide que bon, je viens de la photographie, je suis photographe à la base, donc je me suis plutôt laissée inspirer par l'image. Et quand on ne connaît pas un oracle, justement, qu'on n'a pas on n'est pas influencé parce qu'il est décidé que ça voulait dire ça. Bien sûr, il y a des grandes lignes. Hein. On voit bien que c'est un voyageur. Bon, on ne va pas non plus se mentir, ce n'est pas quelqu'un qui est assis, ça se voit immédiatement. Mais où est-ce qu'il va, on n'en sait rien. Voilà. Et quand vous avez… Si vous tirez cette carte-là de tout un oracle, que ce soit celui-ci ou un autre, de toute façon, il y en a des quantités, des oracles et des tarots, il y a les tarots universels, les Rider-Waite, etc. Le tarot, cet arcane, cet outil-là, si vous voulez, il est comme un messager et c'est à vous qu'il s'adresse. Quand vous travaillez, quand vous arrivez à prendre cette carte sans trop utiliser le mental, sans attendre une réponse par rapport au lendemain, mais par rapport à ce que vous vivez, avec votre histoire, avec votre présent, l'arcane, elle vient pour vous dévoiler un message qui va être pour vous, qui n'est pas pour votre voisin, qui est pour vous. Et donc, vous allez découvrir ça avec votre propre histoire. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien sûr, puisque chacun va aller voir cet arcane-là avec ce qu'il a vécu, avec son histoire et avec son présent, ce qui les questionne dans le présent. Alors, on a des petits indices, vous l'avez vu,
voilà, il y en a qui me parlent de mouvement, bien sûr, hein. Il y a cette énergie. Ça peut parler de voyage, mais ça peut parler de folie, hein, parce que vous pouvez voir, c'est un petit peu le fou du roi. Hein. Il y en a à qui ça peut faire peur. J'en ai déjà eu des personnes qui me disaient, moi, le mal me fait peur, on dirait un fou. Donc, ça peut être pour quelqu'un qui représente la folie. Il peut représenter la liberté ou la fuite. Une énergie, ça peut faire peur, ça peut réjouir et ça peut rendre mal à l'aise. Donc, déjà, vous, quand vous voyez cette carte, par rapport à votre présent, à ce que vous vivez dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe en vous? Et à partir de là, vous allez pouvoir y trouver une réponse, y donner une réponse et éventuellement vibrer autrement pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. C'est ce que propose ce mât de Compostelle, ce pèlerin de Compostelle, parce que moi je fais la liaison en faisant j'ai fait le chemin de Compostelle. C'est ça qui m'a amené à la découverte du mât, du tarot de Marseille, et je fais vraiment le lien entre le pèlerin qui va à Compostelle, qui va à la recherche de son étoile, et le tarot de Marseille, puisqu'il y a une carte de l'étoile dans le tarot de Marseille, c'est la 17, je vous la montrerai plus tard. Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie d'entrer là. Excusez-moi, parce qu'il y a des superpositions de barres ici. Voilà, c'est Jean-Claude, voilà, qui arrive. La voilà, l'étoile, mais vous la verrez plus tard dans le post, dans le PDF. Donc ici, qu'est-ce qui se passe quand vous avez tiré une carte? Vous pouvez vous poser aussi, si c'est cette carte-ci, si c'est le mât qui arrive, parce que c'est de l'arcane qui n'a pas de numéro, elle n'a pas de nombre, elle se place n'importe où, hein, cette arcane-là. Elle peut être au début, elle peut être à la fin, elle peut être entre plusieurs arcanes, elle n'a pas de place. Tous les chemins sont son chemin pour lui, il sera toujours d'accord avec vous, mais c'est de vous poser, cette carte-là arrive, peut-être déjà vous poser la question, puisqu'il est par question de marcheur, qui est poussé par un animal, hein. Il y a Anne-Céline qui nous dit, il y a un animal qui nous gratte aux fesses, là, qui pousse le voyageur, hein, voilà, et il l'emmène dans la direction, dans une certaine direction. Donc ici, on a cette idée de voyage. Donc, dans quelle quête est-ce qu'il va? Quelle est sa quête? Et quel pourrait être son chemin? Mais d'abord, se poser la question, quelle est ma quête? Donc ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Je vais vous raconter une petite anecdote ici. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 1 an. Je sais, non, il y a peut-être, non, c'était en début d'année. J'avais fait un rêve. Oui, excusez-moi, il y a mon chat qui me parle en même temps. Et c'était un drôle de rêve parce que dans ce rêve, je suis dans une ville où il y a beaucoup de monde autour de moi. Et il y a comme, je me lève et je ressens cette nécessité de partir, de rejoindre d'autres personnes. Bon, dans mon rêve, c'est comme si je devais quitter la 3D pour aller vers la 5D. Je ne sais pas si ça vous parle, de quitter cette dimension duelle pour aller vers une dimension de réunion, d'unité, on va dire. Et je ne suis pas la seule à partir. Je vois qu'il y a plein de gens qui sortent de chez eux et qui décident de partir. Et donc, je fais aussi, je me décide d'y aller aussi. Et j'entre dans ma voiture, qui est rouge d'ailleurs. Elle est réellement rouge. Dans mon rêve, c'est bien celle-là. Et le rouge dans le tarot de Marseille, c'est l'activité, c'est l'action, c'est le faire. Et j'ai un GPS, je n'en ai pas dans ma voiture, mais dans celle-là, j'en ai un. Et je sais que je dois aller quelque part, je ne sais pas très bien où, mais je n'arrive pas à entrer l'adresse dans mon GPS. Je vois plus ou moins où je suis, hein, puisque je suis dans ma voiture, je suis dans une ville que je ne connais pas. Hein, dans mon rêve, je ne vois pas ce que c'est. Mais je n'arrive pas à entrer les notions dans le GPS, ça ne fonctionne pas. Et puis, à un moment donné, il y a un homme à côté de moi, comme s'il y avait une réunion du masculin et du féminin. Je n'étais plus seule, j'étais plus entière, on va dire.
Et à partir de là, on est parti. Alors, je ne sais pas comment, parce que je ne me vois pas entrer l'adresse du GPS dans ma voiture. Et je me réveille. Et en fait, quand je me suis réveillée, j'ai eu comme la sensation qu'il fallait que je change quelque chose. Que si je voulais changer, parce que je n'étais pas bien dans ce que je vivais professionnellement, j'étais un petit peu mal à l'aise, et ça m'a donné cette idée de me dire, mais qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta quête? Et du coup, bon, moi, j'ai repensé au tarot de Marseille que je n'osais pas utiliser dans ma profession, professionnellement parlant, parce que je ne suis pas légitime. Il y avait cette idée de légitimité. Moi, à la base, je suis photographe. Vous voyez, j'ai fait les études. S'il y en a des Belges parmi vous, je ne sais pas. Je suis liégeoise, j'habite en Provence, mais je suis liégeoise. Et j'ai fait mes études de photographie à Saint-Luc, à Liège. Donc, j'ai un diplôme de photographe. J'ai enseigné aux Beaux-Arts, toujours à Saint-Luc, à Liège. Je travaillais dans un labo photo, voilà. Mais ce que j'avais toujours en tête, moi, ce qui m'a poursuivi depuis ma tendre enfance, j'étais née dans une famille laïque, athée, complètement athée, et je n'avais pas reçu de cours de religion comme on le recevait dans les écoles primaires à l'époque en Belgique. On pouvait choisir religion ou morale. Et mes parents m'avaient placée en morale, des deux. Mais moi, j'avais toujours l'impression d'avoir manqué de quelque chose, d'avoir manqué de connaissances, qu'on m'avait privée, parce que je sentais qu'il y avait une autre dimension que celle qu'on me proposait, qu'on ne me proposait pas d'ailleurs, on ne me proposait rien du tout d'ailleurs comme autre dimension. Et tu es là, ma fille, tu es là pour en crever presque, pour en chier. Et c'était un petit peu le discours de mon père. Et moi, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait autre chose. C'est pour ça que j'ai commencé à entreprendre des recherches sur ce que pouvait être, être croyant. Et c'est dans cette optique-là que j'ai entamé le pèlerinage de Compostelle. Et que j'ai cherché à savoir ce que ça pouvait être, que cette dimension que je ressentais en moi. Donc, je suis toujours cette femme qui cherche. Hein. Voilà, je pense que c'est inscrit. Je serai toujours une pèlerine depuis lors. Bon, il y avait un travail photographique que j'ai réalisé depuis. Et quand je suis arrivée, j'ai quitté la Belgique en plein milieu du pèlerinage de Compostelle et je me suis installée en France. Et quand je suis arrivée en France, il y avait dans ma tête cette idée de ne plus être pas spécialement photographe, mais d'aider l'autre. D'aider l'autre à trouver sa part spirituelle, parce que j'étais vraiment imprégnée du pèlerinage de Compostelle. Le problème, c'est que je n'avais pas les clés à l'époque et que je faisais l'amalgame entre bien-être, gestion des émotions et développement personnel et spiritualité. Et donc, je me suis plutôt cachée, j'ai fait des formations donc en EFT, je suis devenue praticienne en EFT Vitose et puis plus tard en conseillère en huile essentielle. Ça, ce sont mes petits élixirs de vie qui m'accompagnent depuis à peu près 2-3 ans. Et le tarot qui m'interpellait aussi, mais qui, lui, je n'osais pas le mettre en avant puisque je n'étais pas légitime. Il y avait cette idée de légitimité. Et donc, j'étais praticienne en EFT, mais je ne parlais pas de spiritualité, ou très, très peu. Et ce rêve que j'ai fait de la 5D, c'était vraiment, mais quand tu es arrivé, et ça, je l'avais oublié. J'avais oublié parce que je n'avais pas osé, parce que je n'étais pas légitime. J'avais oublié que Compostelle m'avait permis de mettre de sentir ce que c'était que cette spiritualité et de pouvoir la partager, de pouvoir guider les autres vers ce que j'avais découvert moi, ce que j'avais appris de possible, vers cette unité possible, de retrouver cet état d'union entre notre part humaine et notre part divine. Et je l'avais complètement laissé tomber. Et quand j'ai fait ce rêve de la 5D, eh bien, je me suis dit, j'arrête. J'arrête pas, je change ma manière de travailler. Et c'est là que j'ai commencé à mettre le tarot en avant, à oser y aller, à oser dire, non, je ne suis pas, voilà, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas suivi une formation de tarologue et je ne veux pas suivre une formation de tarologue, je ne veux pas être formatée. Je veux pouvoir continuer à sentir ces arcanes-là. Alors, il y a des choses que je sais, que j'ai appris quand même dans les bouquins, mais je ne veux pas être formatée, je veux pas, voilà, je veux rester
ouverte à des canalisations possibles que les arcanes peuvent me transmettre. Voilà pour cette petite histoire-là. Le tarot, dans son ensemble, je vous invite à le voir comme un être. Comme un être dans le sens où il y a plein de petites choses qui s'ouvrent. Ah, mais je vais le mettre là. Oh, c'est beaucoup mieux. Voilà. Comme un être, un instrument projectif, en fait. Parce qu'il vous invite à découvrir les vibrations que vous traversez. C'est un coach en développement personnel. C'est un outil d'éveil, de connaissance de soi, où se déploient vraiment toutes les possibilités, parce que c'est l'alpha et l'oméga, c'est l'entièreté. Le mât prononce cette phrase, tous les chemins sont mon chemin, mais ne décidez pas, si possible, avec votre mental, avec vos peurs, avec vos croyances. Choisissez votre chemin avec votre être. C'est pour ça que je vous ai invité au début à ne pas, à vous laisser aller à dire qu'est-ce que je vois moi? Parce que la personne qui voit un animal qui gratte les fesses et la personne qui voit le Moyen-Âge, ça ne veut pas dire la même chose. OK? Donc, voilà, déjà à partir de cet indice-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut entendre? Qu'est-ce qu'on peut percevoir? Et comment est-ce qu'on peut aménager son futur à partir de son présent, en fait? C'est ça. Donc, le tarot, c'est vraiment un conseiller. Ici, quand je fais la comparaison avec le pèlerinage de Compostelle, il est question de partir de son centre, donc de son présent. Quand vous tirez l'arcane du tarot, du mât, du tarot, il part depuis l'endroit où il est. Maxime le sait très bien, cette histoire que je m'étais posé la question d'où est-ce que je pars quand j'étais à Liège, parce que sur Compostelle, on peut partir de Vézelay, on peut partir du Puy, on peut partir d'Arles, et je m'étais posé plein de fois la question. Et en fait, jusqu'à ce qu'il arrive à un monsieur dans le magasin où je travaillais, le labo où je travaillais, qui lui m'a dit, mais enfin, pars de Liège, tu habites Liège, pars de Liège. J'avais été voir dans tous les sens. J'avais même été à Bruxelles voir l'association des pèlerins pour rencontrer des pèlerins pour qu'ils me conseillent quel chemin prendre. Alors, j'avais quatre idées de chemin parce que vous voyez, il y a Arles, il y a le Puy, on peut partir de Paris, on peut partir de Vézelay. Et moi, je voulais poser la question, alors, vous qui l'avez fait, quel est le meilleur chemin? Et puis, en fait, quand j'étais là-bas, on m'en a proposé un cinquième que je ne connaissais pas du tout, et qui est celui qui part on peut partir de Bordeaux, mais il part ici de Saint-Jean-de-Luz, en fait, et il retrouve je pense que c'est à Sarriá qui va aller retrouver le Camino Frances, parce que quand il y avait la guerre entre les morts, c'était là que ça se passait, donc les pèlerins, ils n'avaient pas envie de passer au milieu des batailles, donc ils passaient par là-bas, ils passaient par la côte. Donc non seulement j'allais chercher une réponse par rapport à 4 chemins, mais on me foutait un chemin supplémentaire. Donc franchement, et je ne pensais toujours pas qu'il fallait partir de son centre, qu'il fallait partir d'où on était. Donc le mât, il part d'où il est. Et ce mât, il part d'où il est. En fait, si vous le voyez bien, regardez bien ici, il part là, il est dans l'action, il a des chaussures rouges, il a un bâton rouge, donc il agit. Il agit, il pose son bâton dans une touffe orangée. L'orangé, ici, ça correspond à tout ce qui est lumière, énergie divine, si vous voulez, lumière, spiritualité. Mais c'est surtout le bleu, la spiritualité, on pourrait dire. Le bleu pâle, c'est vraiment les vibrations spirituelles. Et ce chat, cet animal, il est spirituel. Et il le pousse où? Il le pousse à son chakra racine. Il le pousse à sa base. Donc, il part de sa base, ce mât. Il ne part pas de Arles quand il habite à Liège. Il part de sa base. Et il part sans passer. Regardez, il n'a pas de fesses, il n'a pas de patte arrière. Il part sans passer. Ça, c'est important. Donc, il y a cette idée de se recentrer. Alors, où est-ce que j'étais maintenant? Parce que, hop, voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit. Je vais un petit peu...
J'ai mon pense-bête à côté, hein, parce que sinon, moi, je me perds un petit peu. Voilà. Donc, ce tarot de Marseille, ce n'est pas une boule de cristal. Aucun d'ailleurs. Pour moi, aucun. Parce que l'avenir, le futur, n'a rien à voir avec une boule de cristal qui va vous dire oui, il va se passer ça ou non, il ne va pas se passer ça. Ça va dépendre de votre présent. Parce que sinon, il n'y aurait pas de libre arbitre, vous n'auriez pas de choix. Et c'est à partir des choix que vous faites dans le présent qu'il va se passer quelque chose dans votre futur. Nous avons la possibilité du libre arbitre. Le libre arbitre, il est représenté dans le tarot de Marseille. Je vais vous la montrer, puisque vous ne connaissez pas bien, ou pas du tout d'ailleurs. Où est-ce qu'elle est? Eh bien, c'était la dernière. C'est la 6, c'est l'amoureux. Et nous sommes dans une année 6. Nous sommes dans une année universelle 6 en numérologie. Si vous faites 2022, vous additionnez 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. C'est l'année du libre arbitre, c'est l'année du choix. Nous avons le choix de choisir avec son cœur, pas avec son mental, parce que sinon on choisit avec ses peurs, avec ses croyances, mais avec son cœur, avec son âme, avec son espace divin. Nous avons le libre arbitre. Un végétal, il n'a pas de libre arbitre. Un animal, il n'a pas de libre arbitre. Un arbre, une pierre n'a pas de libre arbitre. Ils n'ont pas le choix. L'arbre, il est planté là où il est planté. S'il pleut, il ne peut pas choisir d'aller s'abriter. Il ne peut pas choisir s'il a froid. Il ne peut pas choisir de se vêtir. Il ne peut pas choisir de rentrer à l'intérieur. Il ne peut pas choisir de « je préfère manger ça que ça. J'en ai marre du soleil. Je vais prendre une ombrelle. » Ou je vais déménager, ou peu importe. Il n'a pas le choix. Il est où il est et il subit les éléments. Nous avons ce choix. Nous ne subissons pas et nous avons ce choix. Et ça, c'est important de le retenir. Le fait que nous ne connaissions pas l'avenir n'a rien à voir avec le futur. Je veux dire que ce n'est pas parce que tu sais. Si tu poses une question fermée, par exemple, au tarot ou à l'oracle, que tu dis est-ce que je vais réussir mon examen, mon permis de conduire? Ça va dépendre si tu étudies ou si tu n'étudies pas. Donc, le fait que tu ne connaisses pas le résultat, ça ne va pas influencer ton futur. Ce qui va influencer ton futur, c'est le fait si tu étudies ou si tu t'y dis pas. C'est le choix que tu fais, c'est ça qui influence ton futur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions ouvertes. Vous pourriez dire, comment est-ce que je vais faire pour réussir mon examen? Bon, je ne sais pas s'il va te dire, étudie, mais tu vas peut-être avoir une carte qui va te pousser dans ce sens-là. Il va peut-être te donner, par exemple, on pourrait aller, quand on connaît quand même un petit peu, il y a quand même un minimum à connaître, hein, mais ça pourrait être elle, par exemple, qui a un livre sur les genoux, qui te dit, étudie, tu vois. Ou alors le pape, qui est un enseignant, le pape, qui représente un enseignant. Alors là, je généralise, hein, parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Voyez? Donc ça, oui. Mais ou sinon, voilà, c'est les choix que vous allez faire. Oui, mais je suis occupée là. C'est les choix que vous allez faire là maintenant qui vont déterminer votre avenir. C'est un voyage initiatique qui vous propose le tarot de Marseille, comme si vous partiez à Compostelle. Voilà, ça va vous permettre de changer de point de vue, de vous débarrasser des concepts erronés du mental, comme quand on marche d'étape en étape, en fait. On va de vibration en vibration sur le chemin de Compostelle, c'est ça aussi. Les premiers jours, quand on avance sur le chemin de Compostelle, on est d'abord dans son mental. On pense à sa vie, on pense à ce qu'on vit, on pense à son travail, à ses enfants, à son compagnon et à tous nos problèmes. Et on marche et on marche et on marche avec ça pendant 4, 5, 6 jours. Et puis après, le mental commence à se calmer. Après, ça commence à se libérer. Et après, on peut être présent à soi-même. Mais tant qu'on est dans le mental, c'est impossible. Combien est-ce qu'il y a de cartes? Alors, il y a 22 arcanes majeurs, comme Saint-Jacques le majeur, c'est Saint-Jacques le majeur. Il y a 72 cartes en tout. Il y a les arcanes mineurs, comme Saint-Jacques le mineur. Et puis, vous avez les images. Comment est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle les images ou les... J'ai oublié le nom. Ce sont des arcanes. Alors, il y a différents, je peux vous les montrer, hein, mais je n'ai pas pris un tarot universel. Là.
Voilà, ça, ce sont ce qu'on appelle les images. Vous voyez ici. Voilà, par exemple. Elles n'ont pas de numéro, celle-là. Ce n'est pas une arcane majeure. Voilà. Et vous avez les mineurs. Voilà. Par exemple, ici, ce sont les épées. Vous avez les épées, vous avez les bâtons, vous avez les coupes et vous avez les deniers. Et vous avez donc le roi de bâton, la reine de denier, etc. Voilà. Donc ça, ce sont les figures, les images, les figures et les arcanes mineures et les arcanes majeures. Par rapport au voyage initiatique, moi, je tiens surtout compte des arcanes majeures. C'est déjà pas mal avec ces 22-là. Mais quand vous connaissez les autres, vous pouvez tirer les autres aussi qui, elles, vous donnent des indices supplémentaires. Voilà. Si vous avez des questions particulières. Mais par rapport à ce qui est de cet outil projectif, déjà, les arcanes majeures, ça va beaucoup vous aider. Voilà. Alors, je vais vous expliquer à quelle heure il est là. Déjà 13 heures. Bon, mais ça va aller. Il y a plusieurs écoles, en fait, qui expliquent les origines du tarot de Marseille. Mais tout s'accorde à dire que c'est un jeu de cartes. Hein, et donc, ça vient de Chine. C'est les Chinois qui ont inventé les cartes à jouer. Et c'est arrivé en Italie, on suppose par Venise. Donc, au départ, le tarot, c'est un jeu de cartes à jouer qui, je pense, a été initié à Venise. Donc, ils jouaient avec le tarot. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, à Florence, avec la Val des Médicis, il y avait cette école artistique qui était une école où on était enseigné le néoplatonisme et dont il y avait un professeur qui s'appelait Marsilio Ficino. Et lui, pour enseigner cet art illustré par le beau, le suprême et le divin, tout était lié pour lui, c'était cette pensée néoplatonicienne, Marsilio Ficino a décidé de créer 22 arcanes majeures pour enseigner à ses étudiants. Donc, il a repris l'idée platonicienne selon laquelle le beau est identique à l'idée suprême, au-delà de l'essence. Donc, il a créé cette pensée sur la pensée platonicienne, le dogme chrétien aussi, et que la beauté artistique provenait de la splendeur divine. Donc, c'est comme ça qu'on sait que les 22 arcanes majeures ont été créées. Il avait donné ses dessins pour créer les cartes à un artisan qui, à l'époque, gravait sur bois. Et donc, il y avait toutes les cartes qui étaient dans l'école, aux Beaux-Arts, et l'artisan, il avait les planches à graver chez lui, dans son atelier. Ce Marsilio Ficino Marsile Ficin, il était reconnu d'une valeur chrétienne, puisqu'il était en lien avec la chrétienté, mais aussi Pythagore, Platon, etc. Et à un moment donné, ce philosophe des Lumières, considéré à l'époque des Lumières, il n'a pas plu au clergé. Donc, ça a été déclaré hérésie, l'école a été fermée, les Médicis, ils ont été renvoyés, voilà, et l'école, et tout a été brûlé, et toutes les cartes ont été brûlées. Mais le clergé ne savait pas que les planches, elles étaient chez l'artisan. Et puis est arrivée la guerre entre la France et l'Italie. Et l'artisan, il a vendu les planches, puisqu'il n'avait plus de gagne-pain, il ne savait plus s'en servir, il les a vendues à des soldats français qui ont ramené ça à Lyon. Et à Lyon, ils en ont fait un jeu à jouer. Donc, ils ont recréé un autre jeu. Ils y ont ajouté les arcanes mineures, mais là pour jouer cette fois-ci, pas pour en faire un enseignant. Voilà. Et on pense que c'est de là, parce que c'était là qui a été créées les cartes, que c'est devenu un outil thérapeutique, un outil divinatoire, entre guillemets, et cet outil, pas thérapeutique, cet outil d'éveil, puisqu'il y avait cette idée de néoplatonicisme dedans, d'éveil spirituel.
Donc, il y a cette idée que ça viendrait du nom de Marsilio Fusain, Marsilio, Marseille. Par contre, le jeu qui a été créé par Philippe Camoin. Alors, il est où mon livre, Philippe Camoin? Ah, où est-ce qu'il est? Voilà. Ici, ce jeu-ci que j'utilise, moi, il a été recréé par Jodorowsky, je ne sais pas si vous le connaissez, avec Philippe Camoin et les éditions Camoin qui sont à Marseille. Elles ont été créées en 1760, donc à l'époque où a été dissous cette école. Eh bien, c'est à Marseille qu'on a retrouvé les plus anciennes gravures du tarot de Marseille. Ce sont des éditions marseillaises. Voilà où on en est avec cette histoire du tarot de Marseille. Mais ce qui est bien de comprendre, c'est qu'il y a cette idée d'enseignement à la base. Et c'est ça qui est vraiment intéressant de savoir, je trouve. Voilà. Donc, ce mât, c'est un marcheur. OK, voilà, ça c'est mon ombre qui marche sur le pèlerin, sur le chemin de Compostelle. Étymologiquement parlant, le mot pèlerin vient de peregrinus, qui veut dire étranger. Donc, ça veut dire que nous, la plupart du temps, on marche dans terre étrangère, on marche dans l'inconnu de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on part en quête de quelque chose, souvent en quête de nous-mêmes. Et bien souvent, on est étranger à soi-même. Et le mât, il va vers le monde. C'est la 21e arcane des 22 arcanes du tarot de Marseille. Il y en a 22, mais le mât n'a pas de numéro. Et le monde correspond à la réalisation totale de soi. Ici, je résume, on pourrait dire ça comme ça. Et il va vers elle. Il va vers cette réalisation totale de qui on est. Donc, logiquement, il part vers le monde. Et vous voyez qu'il a ici une ceinture. Ça m'a vraiment fait penser à cette parabole quand quand Dieu dit à Abraham, va vers toi, va vers le monde, tu ceindras ta ceinture, tu mettras ton bâton, tu ceindras tes reins, tu mettras ta ceinture et tu prendras ton bâton. Concrètement, il faut savoir que la ceinture, en resserrant la taille, elle aide à nous concentrer, à concentrer l'énergie et à renforcer les choix. Donc, quand tu vas vers le monde en resserrant sa ceinture, c'est vers toi que tu vas, c'est à la recherche de qui tu es quand tu vas vers ce monde. Et ce monde nous invite vraiment à aller vers soi. En acupuncture, puisque bon, j'y connais un petit peu avec l'EFT, je suppose que vous avez une petite idée de ce que c'est l'EFT. Le méridien de la taille, ça veut dire Daimai. C'est le méridien Daimai. Ça veut dire qu'il fait partie des merveilleux vaisseaux, en même temps que celui du rein et de la vésicule biliaire. Le rein, c'est l'identité profonde de qui on est. L'énergie ancestrale des Chinois se dit qui je suis. La vésicule biliaire, c'est le maître intérieur de qui je suis. Et les Chinois appellent les gens très décidés de grandes vésicules biliaires. Vous voyez qu'on retrouve ici cette idée de se recentrer pour devenir qui on est et pour pouvoir partir à la recherche de qui nous sommes. Le pèlerin, il part à la recherche de son étoile, puisque Compostela, c'est le champ des étoiles, et ce sont les étoiles d'ailleurs qui ont dit au berger, et on pourrait penser que c'est un berger aussi, qui ont signifié, qui ont marqué l'endroit de la tombe de Saint-Jacques, d'après l'histoire. Donc, il y va afin de devenir cet état compris. Aujourd'hui, mais je n'ai même pas réalisé, c'est Nathalie qui me l'a fait remarquer ce matin ou hier soir, elle m'a dit, mais ça va bien se passer. Demain, c'est le 7 du 10, nous sommes au 17. L'étoile, c'est le 17. L'étoile, elle est à sa place. On est à sa place. On a un pied dans la matière, dans l'action, et on a un pied dans la spiritualité. Et l'eau, elle est spirituelle. Et elle vient de nous. Elle ne vient pas de l'extérieur, l'eau qui coule ici. Elle est lumière, elle est intelligence, et elle est spirituelle. Mais elle vient de nous, voyez. Vous voyez bien qu'elle ne vient pas d'ailleurs. Elle n'est pas la même que celle qui est là. Elle vient de l'intérieur. Donc, on est à sa place. On est autant dans l'action, dans l'espace humain, que dans notre espace divin. Et il va à cette recherche-là. Donc, moi, je vous invite vraiment à partir et à vous dire, si vous tirez cette carte-là, quelle étoile est-ce que je cherche à atteindre?
quelle réponse es-tu venu chercher en démarrant ta quête pour pouvoir atteindre ton étoile? C'est une question que vous pouvez vous poser, que je vous invite à vous poser. Et à tenter de trouver la réponse à partir de qui vous êtes. Moi, je pourrais dire que quand à un moment donné, je suis en France et que je me dis, moi, mon étoile, c'était d'atteindre Compostelle. Je n'étais pas encore à Compostelle quand quand je me suis retrouvée en France. Mais mon idée, c'était, moi, d'aider les personnes. Et quand je faisais mes expositions de photos, beaucoup de personnes me disaient que je les emmenais avec elles. Et je voulais les emmener, mais concrètement et beaucoup plus loin qu'avec une simple exposition, parce qu'une fois qu'elles étaient sorties de l'expo, ben, elles repartaient dans leur quotidien et c'était fini. Donc, il y avait cette idée de vouloir atteindre cela et de permettre aux gens d'atteindre leur étoile, si vous voulez. C'était quelque part sa maquette. Mais ce que je n'ai pas fait, puisque mon mental m'a dit, mais il te faut un diplôme pour faire ça, tu vois. Malgré tout ce que tu as pu découvrir, tout ce que tu as pu apprendre, il te faut un diplôme. Et je ne l'ai pas fait. Parce que je ne connaissais pas, je n'avais pas encore les clés. Mais maintenant, j'ai les clés. Et je vais vous en partager une. Voilà. Pour pouvoir partir de son centre. Je vais vous inviter à faire un petit exercice Vitose. Donc, je vais vous inviter à aller chercher votre ardoise Velleda pour faire cet exercice. Alors, Vitose, il s'appelait Roger Vitose. Il est mort en 1925, je pense. C'était un collègue à Jung et à Freud. Il est moins connu, mais il est suisse aussi. Et lui, ça a été l'un des premiers à s'intéresser aux conséquences physiques du stress. Il travaillait dans un hôpital psychiatrique et il a construit sa méthode sur la rééducation du contrôle cérébral. Il s'est rendu compte que nous avions une onde cérébrale, voilà, on pouvait la mesurer. D'ailleurs, il avait au début inventé une machine pour mesurer notre onde cérébrale. Et puis maintenant, il apprend, on sait la mesurer soit sur le front, soit ici derrière. Et en fait, c'est quand on a un espace de non-pensée. Il fait la différence entre l'émissivité et la réceptivité. Là, pour le moment, je parle, je suis en émissivité, et vous aussi parce que vous m'écoutez. Quand on est dans la réceptivité, le cerveau ne travaille pas. On est dans les sens. Et à partir du moment où on est dans la réceptivité, le cerveau se repose et vous pouvez avoir cet espace de non-pensée. Si vous connaissez Eckhart Tolle, il en parle souvent. Cet espace de non-pensée, on peut l'atteindre à ce moment-là. Et les exercices issus de la méthode Vitose nous aident à atteindre cet espace, ces petits espaces. Alors, ils ne durent pas très longtemps, enfin, ça dépend des personnes. Hein. Plus vous allez en faire, plus ça va fonctionner. Et un des premiers ici que je vous propose de faire, c'est le signe de l'infini. Alors, je vais vous montrer. Je vais enlever le partage d'écran pour faire cet exercice avec vous. Voilà. Donc, vous avez votre ardoise, okay, ou votre feuille, et vous allez dessiner un petit 8 horizontal. Seulement, vous ne vous arrêtez pas. Vous allez l'agrandir. Et tout en le faisant, je vous invite à être dans le mouvement. Donc, à être dans vos sens. Le poignet, les doigts qui touchent le feutre, le bruit du feutre, les mouvements. Et quand vous avez fini, vous revenez ici et vous pouvez le dire d'ailleurs, je suis ici et maintenant dans l'instant présent.
Ça va? Alors, s'il n'est pas bien fait, ce n'est pas grave, hein. Plus vous le ferez, plus il sera à l'endroit. Enfin, droit. Oui, pas tout à fait d'ailleurs, moi non plus, hein. On va attendre Maxime. On va attendre les autres. Ça va? Super. Alors, maintenant que vous l'avez fait, vous avez fait votre petit signe, vous l'avez simplement, vous imaginez que vous êtes un fichier numérique ou une pellicule argentique, un appareil photo, et vous allez le regarder pour recevoir l'image sur votre rétine sans penser. Hein? C'est pas beau, c'est mal fait, on s'en fout. Vous le regardez sans penser. Et puis vous fermez les yeux et vous laissez revenir à votre mémoire cette image. OK? Vous rouvrez les yeux, vous effacez. Voilà, voilà, voilà. Et on recommence. Cette fois-ci, les yeux fermés. Donc, vous refaites le signe de l'infini, les yeux fermés. Bien, super. Bon, la ligne n'est peut-être pas tout à fait au centré, mais ça va. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer? Suite à ces exercices? Moi, je trouve que c'est apaisant, hein. Mhm.
cet exercice-là, en fait, bien sûr, alors souvent les graphiques de Vitos nous permettent de nous apaiser, de nous calmer, hein, puisqu'ils calment le long cérébral, donc on n'est pas dans nos problèmes, puisqu'on est dans l'exercice déjà, et on a le ressenti. Et effectivement, ça ancre, ça recentre. Et moi, personnellement, hein, mais quand je dessine, surtout les yeux fermés, quand je refais ces ailes-là comme ça, moi, j'ai l'impression qu'elles sont immenses. J'ai l'impression personnellement, hein, mais c'est un exercice que j'adore parce que j'ai l'impression de me déployer et de prendre de plus en plus de valeur à mes yeux. Hein, je veux dire, vous voyez, je me sens plus moi-même. Voilà, je me sens plus. C'est un exercice que je fais très souvent parce que voilà, le mental est très prégnant chez moi. Et enfin, franchement, moi, c'est un exercice qui m'apaise beaucoup. Et celui-là et un autre aussi qu'on fera tout. Enfin, il y en a plein, mais voilà. Il est vraiment très facile à faire et je vous invite à vraiment le faire régulièrement parce qu'on dit tous conseiller que ça se travaille comme des gammes, en fait. Voilà, comme si vous faisiez du piano et de le faire tous les jours. Excusez-moi, il y a mon chat qui n'arrête pas de réclamer. Il m'énerve. Bon, super. C'est pas grave si on déborde la feuille, hein, c'est absolument pas grave. C'est vrai qu'avec une ardoise, c'est plus facile parce qu'on a les bords, hein, on déborde moins. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça va, Maxime? Bon, génial, super. Ah oui, celui-là. Il part un petit peu sur le côté. Hein. Et plus on le fait, plus ça se recentre. Et plus on part de son centre. Alors, on va continuer. 13h22, ça va, je suis dans le temps, je suis contente. Allez, hop. Donc, nous avons fait le signe de l'infini. Et ça correspond vraiment à ce qu'on peut appeler une gymnastique cérébrale, hein, ce que ça nous fait faire. Ça relie un petit peu aussi nos deux cerveaux hein, en même temps. Ça assouplit, ça tonifie notre cerveau et ça nous aide à dégager l'essentiel. Vraiment, ça unifie, ça rassemble. Et plus vous allez le faire, plus ça va vous désencombrer et vous permettre de voir grand à la limite, de vous imaginer tous les chemins que vous pouvez parcourir avec ou sans mât. Alors, où est-ce que j'en étais? Ce mât, il va en harmonie avec le cosmos. C'est une mise en mouvement pour aider au détachement, en fait. Ce mât, attendez, c'est pas là, c'est là, voilà. Ce mât, il vient incarner un archétype qu'il va quitter lorsqu'il arrive à l'arcane le 12, le pendu, que je vais vous montrer. Le voilà. Donc, voilà le pendu ici. Le pendu, en fait, c'est le lâcher-prise. Vous voyez? Lui, il laisse faire. Il est OK avec son espace divin, avec le divin. Il lâche prise. Et il a la tête en bas, mais il a les cheveux orange. Donc, c'est comme une auréole autour des seins, si vous voulez. Il est complètement en accord avec le divin, avec son espace divin et avec tous les possibles qui peuvent advenir. Il lâche prise, c'est bon. Il a libéré quelque chose. Il va pouvoir aussi, ensuite, avec l'arcane 13, l'arcane sans nom, se transformer. Voilà, il a lâché avec la transformation, donc c'est l'arcane suivante, il a lâché, il a coupé son mental. Vous voyez qu'il y a des têtes qui sont complètement décapitées, des têtes de roi, hein, c'est le moi je suis machin, truc bûche. Donc il a lâché beaucoup de mental et regardez, c'est le même. Hein. C'est le mât qui s'est transformé. Il est pour repartir dans une transformation. Il a laissé tous les vêtements, tout ce qui pouvait l'identifier, ce qui en faisait une identité, pour construire quelque chose de complètement nouveau. Pour devenir la 14, ici, c'est tempérance, en acceptant d'aller dans le sens de l'univers. Ici, il a des ailes d'ange. Donc, il travaille en accord avec son espace divin, avec son univers, avec sa partie spirituelle, si vous voulez. Pour passer par le soleil,
du soleil, qui est l'arcane 17. Alors bon, j'en passe quelques-unes là. Et l'arcane 17, c'est le mât qui est arrivé à unifier ses polarités, qui a effacé la croyance de la séparation. Il n'a plus besoin du pape, parce que le 5, c'est le pape, ici, qui lui le pape, il fait le lien entre son espace divin et sa corporalité. Là, il n'a plus besoin du pape. Il rejoint sa part spirituelle et sa part humaine, si vous voulez. Il y a comme une réunification, unité entre les deux. Excuse-moi, Anne, tu veux bien arrêter le partage écran quand tu nous montres les cartes? Parce que oui. moi, je te vois tout petit à droite et je vois rien. Ah, d'accord. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Je vais revenir. Voilà le pendu. Ah, dans tout mon bazar. Ben, alors, j'ai remis en dessous si ça se trouve. Et voilà le pendu. Voilà. Donc, il a les mains et les pieds liés. Mais regardez ce pendu. Je vous ai dit tout à l'heure, le mât, il va vers le monde. En fait, c'est le monde à l'envers. Hein. Il a exactement la même position. À part qu'il accepte, il lâche prise, il accepte de lâcher prise. D'accord? Mais c'est le même. Et puis après, il se transforme. Donc, il lâche prise et ça le permet de transmuter, de se transformer. Et on retrouve ici, maintenant, où est-ce qu'il est mon mal? Très amusant, je perds tout. Le voilà, ça y est, vous voyez bien qu'il vient de là et il arrive à la transformation. Ce n'est pas la mort, hein, c'est la transformation. Qu'est-ce que ça pourrait être cette transformation? Quand je suis arrivée en France, après avoir marché sur au revoir Anne-Céline. Le reste, de toute façon, ça s'enregistre. Donc, je n'étais pas arrivée à Compostelle. Hein. J'avais marché jusqu'à Périgueux, de Liège à Périgueux à peu près, et j'ai décidé de changer de vie. Bref, je ne vais pas vous raconter tout le détail ici. Et je me suis installée dans plusieurs endroits, puis finalement à Toulon. Bon, c'est la vie qui m'a amenée là-bas. Et quand j'étais dans cette ville que je ne connaissais pas du tout, j'ai décidé de la découvrir. Je ne connaissais personne. Donc voilà, j'ai commencé à marcher dans la ville avec mon plan de Toulon. Et j'étais dans un cours, ce qu'on appelle un cours ici, c'est le cours Lafayette, et j'ai entendu sonner les cloches de l'église, de la cathédrale. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai suivi les cloches parce que voilà, ça m'a toujours attiré les églises. Donc j'ai été voir et c'était la fin de la messe de la cathédrale de Toulon. C'était la fin de la messe. Donc tout le monde sortait. Moi, je suis entrée et j'étais toute seule devant l'autel parce que moi, autant aller au plus près de ce qu'on reçoit, et j'étais toute seule devant l'autel. Et c'était bien parce que tout le monde était sorti, les prêtres, tout le monde est dehors papoté là, au soleil. Et là, je me suis assise et j'ai commencé à pleurer, mais pleurer. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, 10, un quart d'heure, 20 minutes, j'en sais rien. Je n'ai pas calculé. Ça a été long, sans savoir pourquoi. Mais quand ça s'est arrêté, j'ai l'impression d'être comme une coquille vide, comme si on m'avait vidé avec une petite cuillère, voyez, une petite coquille, la coquille d'œuf là, dans le coquetier qu'on a vidé petit à petit et qui n'attendait plus qu'à être remplir. Et en fait, c'est ça. J'avais vraiment l'impression d'avoir éliminé plein de choses, laissé plein de choses. Alors, pas tout, parce qu'on n'est pas arrivé encore quand on est à la transformation, mais il y avait déjà plein de possibilités qui pouvaient advenir. Et notamment, la suivante, cette tempérance qui accepte d'aller dans le sens du divin, en accord avec son unité. Pour rejoindre, on avance un petit peu, le soleil. Le soleil qui est cette possibilité d'unifier les possibilités. Vous voyez que c'est un être qui guide l'autre. Et ils sont, on dirait des enfants aussi, hein, ils sont tout petits. Donc, c'est pour une nouvelle vie, c'est pour une nouvelle possibilité, en accord avec qui nous sommes réellement, si possible. Ce que je n'ai pas fait tout de suite, vous l'avez bien compris, je me suis cachée derrière des diplômes. Mais bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus 36 000 fois.
voilà, en gros, les 22 arcades. Bon, il y en a 22, je vous en ai montré quelques-unes. Mais voilà, c'est pour vraiment vous expliquer. Enfin, bon, voilà, vous avez compris. Je vais revenir au partage d'écran. Voilà. Hop, hop. Voilà. OK, vous pouvez voir ça. Je vais encore vous raconter une petite anecdote. Je suis terrible. Le soleil ici que vous voyez là, pour moi, une fois qu'on arrive à cet état-là, c'est quelque part, on arrive à un état de miracle. Qu'est-ce que c'est que le miracle? C'est un événement qui n'a pas de sens. Et il y a des tas d'événements qui n'ont pas de sens, comme la synchronicité, par exemple. Et qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité? C'est une autorisation que nous donnons à notre espace divin d'agir dans la matière. Quand je décide de programmer voilà, l'atelier dans le village, tel jour, telle heure, je le décide dans la matière. Je contacte ma Chine, voilà, je voudrais donner un atelier, tu fais comme ci, comme ça, comme ça. Ça, je l'ai fait dans la matière. Mais il y a des choses que je n'ai pas provoquées et qui arrivent quand même. Et il y a des choses qui ont du sens. Ce sont des événements qui ont du sens. Je vais vous en raconter un. Voilà. Je vais vous montrer cette photo-ci. Je vous ai dit que je suis photographe à la base. Et j'ai fait un travail photographique. Et quand j'étais sur le Camino Frances, là, il y avait beaucoup de monde. Et j'ai choisi de faire cette partie qui me manquait, de photographier les pèlerins. Excuse-moi de t'interrompre de nouveau, Anne, mais tu as sauté l'explication avec le mat qui va vers le soleil. Ah oui, mais je vous l'ai dit. Voilà, la voilà. Ah d'accord, ok. Je vous l'ai dit en fait. Voilà, la réalisation du miracle. Après, on a la réalisation totale de soi avec le monde. C'est pour ça que je l'ai passé. Je vous l'ai dit sans vous la montrer, mais je vous l'avais montré comme ça. Ouais, mais en tout cas, je ne la voyais pas. Et oui, oui. ça me permet d'associer le cerveau gauche et le cerveau droit. J'aurais pu oublier. Merci. Voilà. Ici, donc, j'ai photographié les pèlerins avec qui j'ai marché. Et donc, à l'exposition, j'ai fait ici ce mur avec, comme si c'était une carte, une colonne vertébrale de notre humanité, de tous les gens avec qui j'avais voyagé, en écrivant ici ce qui s'était passé entre nous, où on s'était trouvé, etc. Et pour pouvoir réaliser cette exposition, j'avais besoin de leur accord. On a besoin maintenant de droit à l'image. Et donc, j'avais demandé à chaque personne de signer une décharge pour pouvoir exposer. Et quand je suis arrivée au terme de mon voyage à Compostelle, puisque c'était dans le Camino Frances, alors le Camino Frances, pour les Français, parce que je suis belge, j'aime bien le dire, ça ne veut pas dire français, ça veut dire franc. Parce qu'au Moyen-Âge, la France n'était pas ce qu'elle est, et en fait, c'était tous les francs qui passaient par le Camino Frances. Petit aparté. Et donc, là-bas, ça faisait quelques jours que je marchais avec un groupe de Belges et de Français d'ailleurs, avec qui j'avais bien sympathisé, et il y avait des couples, il y avait une femme, et la femme m'avait dit, ce couple-là, le monsieur, il s'appelle Jacques, et il est comme toi, il est photographe, mais lui, il est belge aussi, mais il vient de Bruxelles. Et voilà, ça s'arrête là. Et on avait un petit peu échangé, mais j'avais surtout échangé avec la femme, puisque les autres, ils étaient en couple, avec la femme seule. Et arrivé à Compostelle, au terme du voyage, je n'avais pas encore leurs photos, donc je leur ai demandé de les photographier. Ils ont été OK, et puis ils ont rempli la feuille. Et quand j'ai vu cette feuille, j'ai vu son nom, parce que je savais qu'il s'appelait Jacques, mais c'était tout. Et je dis, oh pétard, Jacques Villet. Alors, si vous voulez aller voir sur Internet, vous verrez ses photos. Il était le spécialiste du noir et blanc. Et à l'époque, moi, j'avais fait mes études en argentique. Et quand j'étais à l'école, à Saint-Luc, donc le prof, il avait invité un homme à venir nous donner un stage sur ce qui s'appelle le zone système. Je vous dis tout ça parce que vous allez voir, c'est important. Le zone système, c'est une technique qui nous permet d'aller chercher des détails, et dans les parties sombres et dans les parties lumineuses. Donc, dans ce qui est pas dans nos ombres et dans la lumière, et d'équilibrer le tout, mais d'avoir un maximum de gris au milieu, de plages grises au milieu, de gris différents, mais d'aller rechercher le gris et les détails dans les ombres qui nous révèlent la lumière, sans que la lumière nous éblouisse, sans que la lumière brûle. Donc, il y avait
cette importance-là. Et c'était lui. C'était ce Jacques qui m'avait donné ce stage. Et ce stage, c'était quelque chose qui n'était pas scolaire. Je m'étais bien amusée. J'avais vraiment appris des choses intéressantes. J'avais aimé ce concept ombre et lumière. Et donc, j'avais retenu son nom, mais je ne l'avais plus jamais vu. Et c'était lui qui était à Saint-Jacques. Et je lui ai dit, donc je lui ai dit, mais c'est toi, Jacques. Et il me dit, mais moi aussi, je me souviens. C'était la première fois qu'on me faisait confiance. C'est le premier stage que j'ai donné. Jamais je n'oublierai ce stage-là. Et alors, Françoise nous dit, oh, et il s'appelle Jacques. Et on est à Saint-Jacques de Compostelle. Du coup, on en attrape des petits frissons. Mais après, je me dis, waouh, quelle synchronicité. J'ai rien prévu, j'ai pas prévu. Moi, ce type-là, je l'avais complètement oublié. C'était passé des années depuis. Mais après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il apporte, ce message? Et puis, à un moment donné, quand on se rend compte, je me suis rendu compte qu'à partir de ce moment-là, de Compostelle et de mon intérêt pour le tarot et de tout ce qui s'est passé par après, j'essaye d'une manière différente, donc pas avec la photo, mais avec nous, avec notre développement personnel, d'aller révéler nos parts d'ombre pour mettre en lumière notre lumière sans qu'elle nous éblouisse. Donc je me suis dit, mais finalement, c'est peut-être ça le message, c'est qu'il faut vraiment que enfin qu'il faut, c'est que quelque part, c'est je ne vais pas dire c'est mon travail, mais je me sens plus à ma place quand j'ai réalisé ce que voulait dire ce message, parce que longtemps, je me suis posé la question, mais pourquoi, à quoi est-ce que ça sert, qu'est-ce que ça m'apporte? Si ce n'est que de se dire, bon, ben, ça va, le choix a été bien fait, j'ai bien eu raison de faire Compostelle, mais ça, je le savais déjà, je n'avais pas besoin de voir Jacques arriver là-bas, parce qu'après, je ne l'ai plus jamais revu, Jacques. Hein. Voilà, tout d'autant que j'habite en France et que lui, il est à Bruxelles. Voilà, donc je pense que ces synchronicités-là, c'est justement pour nous signifier quelque chose, nous apprendre quelque chose qui sont des petits miracles. Et c'est quand on est unifié quelque part qu'on peut recevoir ces synchronicités. Sinon, elles arrivent plus difficilement. Alors, pour pouvoir s'unifier et revenir dans ce calme, il y a un autre petit exercice que je veux proposer de Vitos qui s'appelle les ondes de calme. Je vais vous le partager. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran et je vais reprendre ma petite ardoise. Hop, hop, hop. Mon feutre, qu'est-ce que... Ah, je l'ai là. En fait, les ondes de calme, c'est un exercice qui nous aide aussi à nous calmer, à calmer le mental, à revenir dans le présent, parce que ce n'est pas avec le mental que vous allez créer des synchronicités. Hein, parce que c'est avec le mental qu'on agit et qu'on prend des décisions. Les synchronicités, ce n'est pas vous qui les prenez. Les petits miracles, ce n'est pas vous qui prenez la décision. Alors, les ondes de calme. Je vais enlever ça, parce que ça me gêne. Voilà. Simplement, je regarderai un petit peu ce que tu m'as dit après, Maxime. Les ondes de calme, vous avez dessiné des ondes. Remplir votre ardoise. La confusion, l'autre, la porosité de l'inconnu, et avec le fou. Plus ou moins de nouveau, le son de Sylvie et le micro de Sylvie est branché, je crois, et on ne voit pas ce que tu dessines. Je vois à l'écran, Sylvie. Ah bon? Alors, voilà, Sylvie... là c'est toi. Là, c'est toi que je vois. Ah, voilà, ok. Je n'avais pas vu. Donc, si tu veux reprendre l'explication. Alors, vous allez remplir sur votre ardoise des ondes de calme, des ondes. En fait, votre cerveau, je vous ai dit tout à l'heure, votre cerveau, comme votre cœur, hein, il émet des ondes. Voilà. Et vous allez dessiner des espèces de vaguelettes. Voilà, donc vous montez, vous descendez. Sans penser, hein, on est toujours dans cette idée de ne pas penser, d'être dans l'exercice. Bon, alors là, je vous parle en même temps, je fais n'importe quoi, mais... Et de sentir vos mouvements, d'être dans la réceptivité.
Les yeux ouverts, là. Et on commence les yeux ouverts, oui. D'accord, ok. Voilà mes vagues, hein. Mes vagues ou mes ondes. Avec les enfants, je le fais dans les écoles avec les enfants, là, et je leur dis, on dessine des vagues. Ils adorent ça aussi, les enfants, hein. Après, on fait comme avec l'exercice de l'infini, le signe de l'infini. On le regarde, on se laisse imprégner de l'image. Et puis on efface et on recommence les yeux fermés.
Ça va? Oui, ça va, Maxime? J'ai vu là que ça tremblote. Bon, après, ça se calme. Bon, c'est l'essentiel. En fait, je suppose que ça vous a calmé, ça vous a apaisé. Et à partir de cet apaisement, vous allez avoir beaucoup plus facile pour pouvoir prendre des décisions. Parce que partir de la peur, c'est compliqué de prendre une bonne décision depuis ses peurs, ses croyances, etc. Donc, voilà, à partir de là, on peut commencer à prendre des décisions beaucoup plus justes. Donc, ces zones de calme, ça permet vraiment de revenir dans le présent et dans le calme. Elle s'appelle onde de calme pour pouvoir, avant de prendre une décision. C'est un exercice que vous pouvez faire aussi si vous avez du mal à vous endormir le soir. Ça aide aussi. Et si vous êtes énervé, il y a quelque chose qui vous ennuie, que vous êtes dans le chemin, que vous n'avez pas d'ardoise, mais que vous avez des collines, par exemple, vous pouvez suivre avec le regard la crête des collines qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. En fait, c'est cette idée de monter et de descendre qui calme, qui apaise le cerveau. Et c'est bien sûr de quitter le mental parce que à ce moment-là, on n'est plus dans ses problèmes, hein, on est dans son exercice. Et plus vous êtes dans le son, dans la réceptivité, ce que vous pouvez faire aussi, un petit conseil, c'est que, voilà, moi par exemple, tout à l'heure, j'ai pris mon feutre, le bouchon, je le laisse se poser, je reçois le bruit que ça fait. Le bruit que ça fait, c'est la réceptivité. Le fait de toucher, de sentir la matière, mais je suis dans le bout des doigts. Je ne suis pas dans la pensée à dire c'est chaud, c'est froid. C'est juste d'être dans le senti de la matière, dans l'écoute du feutre ou du bic sur la feuille, ou du bras qui bouge, de sentir le poignet. Tout ça, c'est de la réceptivité et tout ça, ça vous permet de retrouver cet instant de calme. Et à partir de là, je vais repartir à mon partage d'écran. On arrive au bout, mais je vais quand même partager la fin. Il est mon partage d'écran là, voilà. Donc, c'est cet exercice-ci, voilà. Et à partir de là, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Si vous avez tiré cette carte-là, on parle de cette idée de qu'on peut représenter cette carte qui nous emmène vers toutes les étapes du tarot de Marseille. Donc, sur ce pèlerinage, on pourrait dire, quelle dimension de ton être as-tu envie d'accueillir en ton monde et pour le monde? Voilà, vous pouvez vous poser cette question-là. En fait, le message du mât, s'il parlait, il pourrait nous dire, sais-tu qu'à chaque instant, une mutation de conscience est possible, que tu peux changer la perception que tu as de toi, que tu as des autres. Si tu veux agir dans le monde, il faut que tu fasses éclater la perception d'un moi imposé, incrusté depuis l'enfance. Donc, élargis tes limites sans fin. Quand vous faites l'exercice du signe de l'infini, il y a une idée d'élargir ses limites sans relâche et de laisser parler cette folie originelle, parce que c'est quand même le fou du roi ici, quelque part. C'est le joker, c'est sur toutes les possibilités qu'il faut sortir, qui s'offrent à vous. Le joker, dans un jeu de cartes à jouer, il prend toutes les places. Tu connaîtras alors un état de supraconscience où il n'y a ni acte manqué, ni faute, ni accident. Tous les chemins sont le chemin. Dans cet état de présence extrême, les actes, les gestes sont parfaits. Il s'agit de dépasser le rationnel. Voilà. On ne va pas nier la force mentale, mais c'est être ouvert aux intuitions, à la télépathie, à des voix qui ne nous appartiennent pas, à des canalisations, parce que le mât, je l'ai canalisé. Ça, c'était pas mal. Je donne, si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous partagerai le lien. J'ai créé une plateforme qui s'appelle Ultrea. Ultrea, c'est le petit mot que les pèlerins se disent, de petits mots d'encouragement. Ultra, ben, c'est plus grand, hein, ultra. Et ya, c'est d'aller vers.
Donc, c'est du latin. C'est la réunion de outreia, de ultra, c'est va plus loin. Donc, aie ce courage d'aller plus loin. Et cette communauté-là, qui fonctionne comme le village, c'est Mighty Networks, c'est là que je donne les ateliers sur chaque arcane. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça, moi, maintenant? Ben, je ne sais plus. Voilà. Bon, bref, ça me reviendra. Ça, c'est comique, ça. Je ne sais plus. Enfin, la prochaine fois, mardi, ce sera le soleil, mais je vous le disais pour autre chose. Enfin, bon, ce n'est pas grave. Ça me reviendra tout à l'heure. Voilà, Anne aurait parti. Anne-Lise, c'est ça, elle a dû partir. Voilà, donc, créer votre dimension. Oui, c'est ça. Le premier atelier que j'ai donné, je le donne en 2 fois parce qu'il y a beaucoup à dire sur le mât. Après avoir fait le premier atelier du mât, déjà, je pensais la suivante, quand c'est le battleur. C'est la première, c'est le battleur, ce qu'on appelle aussi le magicien. Et je pensais commencer, après avoir parlé du mât, puisque voilà, je donne des informations autour du tarot de Marseille, je m'étais dit l'atelier suivant, je ferai le soleil. Le mât, le battleur, j'y arrive. Et la nuit, je me suis réveillée plutôt après avoir donné cet atelier-là et j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je canalise. Alors, vous vous rendez compte, canaliser une carte, un bout de carton avec une image dessus. Je me suis dit, c'était n'importe quoi, mais j'avais vraiment le sentiment que je devais le faire. Donc, j'ai ouvert mon carnet, j'ai mis la carte entre mes doigts et j'ai commencé, je la reprenais, je la lâchais et j'ai commencé à écrire. Et c'est là qu'il m'a dit, non, la prochaine, ce sera le soleil. Ça vous paraît bizarre? Ça m'a paru bizarre et puis je me suis dit, écoute, je reçois ça. Je fais ce qu'il m'a dit parce que si je n'écoute pas les messages, ça ne va pas le faire. Donc, voilà, la prochaine fois, ce sera le soleil. On va faire un saut quantique. On reviendra sans doute en arrière, mais voilà. Donc, il y a cette possibilité de synchronicité, d'entendre des messages, d'entendre des choses qui viennent d'autres dimensions dans cet état d'extrême présence. Et c'est ça que je trouve, moi, personnellement, le chemin de Compostelle, et c'est ça que j'ai décidé de faire aussi, c'est de proposer des séjours sur le chemin de Compostelle, avec comme GPS le tarot de Marseille. Et quand on ne marche pas, ou quand il n'y a pas de retraite, parce que j'imagine faire des petites retraites aussi, eh bien, c'est sur la plateforme qu'on continue quand même à avancer. Voilà. Donc, c'est une question que je vous invite à vous poser. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi? Qu'est-ce qu'on peut laisser derrière soi? N'oubliez pas la coquille vide. Cet animal, ce chat, ce chien, l'a coupé en 2. Il n'a pas de passé, il n'a pas de train arrière. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut laisser derrière soi et comment pourrait-on faire? Eh bien, je vous propose un dernier exercice vitose. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran et c'est là qu'on a besoin de 2 feutres. Alors, on efface son ardoise. Et vous allez écrire, hop, voilà, ici, vous allez écrire passé, voilà, et vous allez consciemment ou inconsciemment, vous allez voir, vous allez noter quelques petits mots, 3, on va dire 3 pour ne pas en faire trop, de ce que vous avez envie de laisser derrière vous, ce qui ne vous convient pas, d'accord? Voilà, et puis là, j'avais pris du vert. Hop. Et de l'autre côté, vous allez mettre ce que votre quête, ce que vous auriez envie d'atteindre. Vous auriez envie d'atteindre.
Merci Sylvie. Ça va? Vous pourrez le refaire par la suite. Hein. On le fait autant de fois qu'on veut. Hein. C'est ça qui est formidable. Alors ensuite, pour ceux qui ont fini, donc là, vous avez écrit en dessous. Vous allez tracer une ligne ici. Alors, normalement, vous la faites en même temps, mais là, je ne peux pas vous le montrer puisque je dois tenir l'ardoise. Normalement, il y en a une qui monte en même temps que l'autre. D'accord? Donc, vous tenez les deux feutres, un de la main gauche et un de la main droite, et vous partez du bas, comme ça. Ça va? Et vous allez les rejoindre en haut. Et alors là, je l'avais fait au préalable parce que je ne peux pas vous le faire en le tenant l'ardoise. Ce n'est pas possible, il faut qu'elle soit posée. Ici, vous allez revenir dans l'instant présent. Donc, les deux lignes se rejoignent, mais faites attention, pas côte à côte. Il faut que les deux feutres, pour être vraiment dans l'instant présent, soient l'un au-dessus de l'autre. Donc, pas comme ça, mais comme ça. Ça va? Et si vous vous sentez OK, vous pouvez dire « Je suis ici et maintenant dans l'instant présent ». Donc, vous allez réunir, vous allez partir du bas et vous réunissez. Vous les mettez l'un au-dessus de l'autre et « Je suis ici et maintenant dans l'instant présent ». Ce n'est pas le plus facile à faire, hein, je dois l'admettre. Vous voyez, les deux lignes sont vraiment l'une au-dessus de l'autre. Anne, c'est peut-être un détail comme question, mais tu fais passer lequel? Le passé avant le futur? Alors, ou le futur tu avant mets, le passé? tu mets le futur au-dessus du passé. Hein. Le vert vient, moi j'ai mis le passé en rouge et le futur en vert. Le vert vient effacer le rouge, il vient se mettre par-dessus le rouge. Ouais. Parce que si tu laisses le passé au-dessus du vert, voilà, c'est mieux de mettre le vert au-dessus du rouge. Enfin, le futur au-dessus de ton passé. Il vient aplatir ton passé, l'écrabouiller, je crois. C'est un exercice de libération. Il est différent. Il y a plusieurs exercices de libération. Il y a vraiment des quantités. Mais c'est un exercice qui est vraiment pas mal parce qu'il permet de libérer certaines choses pour justement pouvoir laisser de la place au tout possible que le mal nous propose. Parce qu'il y a toujours cette idée-là de laisser la place au tout possible. Mais on ne peut pas faire de la place si on ne lâche pas l'ancien, bien sûr, hein, si on ne lâche pas une partie, ça vous le savez, je suppose. Et voilà. Qui clôture l'atelier?
Je vais revenir au partage d'écran là parce que j'ai vu la question de. Je vais revenir ici. Je pense que c'est toi, Maxime, qui a dit à un moment donné, il y a 2 chemins pour un même but, c'était ça? Dans les questions, dans le chat? En fait, j'ai fait le lien entre tes 2 expériences, le Ah, chemin de la photographie et mhm. le chemin du chemin de Compostelle. Du chemin de Compostelle, oui. Mhm. Ça allait vraiment dans le même sens. Et, Ça allait dans le même sens, oui. Ben oui. et- et ça rejoint la dernière question que j'ai posée en lien avec, peut-être une dernière sur le chat. Attends. C'est quoi tes propres réponses? Quelles sont, quant aux dimensions de ton être que tu as touchées? Est-ce que c'est en lien avec, tu sais, tu nous as montré une diapo avec les questions à se poser à la fin? Oui. Mais moi, la dimension de mon être, là, c'est ça que tu demandes, ce que j'ai Oui, touché. oui, C'est la dimension spirituelle que j'ai pu toucher, c'est ça. que je savais qu'elle était là depuis le début, je vais arrêter le partage, depuis le début, depuis mon enfance, depuis ma tendre enfance, dont mes parents m'avaient privée, et cette dimension-là que j'ai pu aller toucher, que j'avais laissé un petit peu de côté quand je suis partie vers uniquement la thérapie, et auquel j'ai décidé de revenir depuis, on va dire, à peu près ce rêve de la 5D. Alors, il a dû se passer des choses avant, mais ce rêve-là m'a vraiment marqué. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose, sinon je vais rester dans mon ancien monde. Mhm. La 3D, la 5D, c'était un peu ça. Hein. Et il faut avouer aussi que quand, à l'âge adulte, j'avais une vingtaine d'années, donc je ne savais toujours pas ce que c'était la foi du bon, j'y avais plus pensé non plus. Enfant, ça me questionnait. Après, adolescente, on passe à autre chose. Après, je me suis mariée. Enfin, voilà. Et puis, ma grand-mère est décédée que j'avais à peu près 27 ans. Ouais, à peu près 27 ans. Et j'ai commencé à recevoir des messages. Alors, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, j'ai bien compris qu'il y avait des messages que je devais transmettre. Donc, je les ai transmis à ma famille, mais en me disant, mon Dieu, je suis un peu folle. Les autres, ils ne comprenaient pas trop quoi elle me dit. Hein, c'était un peu bizarre. Mais je commençais à me dire, mais si je reçois des messages de ma grand-mère qui est décédée, parce qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas savoir et dont elle parlait, notamment Blanche, sa sœur, que je ne savais pas, qui était enterrée, qui est décédée le jour de son mariage et qui a été enterrée avec sa robe de mariée. Moi, je n'avais pas connaissance de ça. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Et puis après, je vous ai dit que j'avais fait des études à Saint-Luc et le professeur que j'avais, il s'appelait Hubert Groteclas, c'était un personnage assez connu, qui a fait beaucoup de pochettes de Léo Ferré d'ailleurs, c'était un grand ami de Léo Ferré. Et j'étais à Paris, moi, à un moment donné, pour aller proposer mes photographies à la Bibliothèque nationale, parce que souvent ils m'en achetaient, donc ça m'arrangeait bien. Et donc j'étais à Paris, et cette nuit-là, je rêve que je bois un café avec Hubert Groteclas à Paris, voilà. Mais physiquement, je dormais dans un hôtel à Paris. Et il me dit, tu leur diras que tout va bien. Ça, c'est mon rêve. Je me réveille, je me dis, quelle drôle d'idée de rêver d'Hubert, on l'appelait Hubert. Et je rentre à Liège et la première chose que j'avais à faire, c'était un rendez-vous chez le coiffeur. Donc j'arrive chez le coiffeur, je ne sais pas, à 9h du matin. Et la coiffeuse, bon, Hubert Groteclas était assez connu en Belgique. Et elle me dit, et elle savait que j'étais photographe, elle me dit, Hubert est mort, monsieur Groteclas est mort. Je dis, non, il n'est pas mort. Je l'ai vu il y a 3 jours, je l'avais vu avant de partir, puisqu'il était mon prof, quoi. Enfin, on se voyait souvent, c'était... Et en fait, il est mort la nuit où j'ai rêvé. Hmm. Mais jamais, il m'a dit, tu leur diras que tout va bien. Et il y avait 3 personnes à dire, jamais j'ai été leur dire. Je n'ai pas osé. Le trou, je me suis dit, ils vont me prendre pour une folle. Je ne l'ai pas fait. Alors, j'ai eu d'autres messages derrière, mais j'avais tellement peur qu'on me prenne pour une folle que je ne l'ai pas fait. Les messages, ça s'est arrêté. Quand on donne un mauvais facteur, ça ne va pas. Il faut trouver un autre facteur.
Ils sont revenus plus tard. J'en ai eu d'autres plus tard et là, j'ai osé les transmettre. Mais c'est toujours des personnes que j'ai connues. Donc, ça va, c'est facile. Mais maintenant, ça va, j'ose. À cette époque-là, je n'osais pas. Donc, j'avais quand même cette idée de me dire, bon, s'il y a ça, c'est qu'il y a autre chose après la mort. S'il y a autre chose après la mort, c'est que cet espace divin, il existe, enfin, qu'on appelle espace divin, on peut l'appeler comme on veut. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup interpellée, que je me suis intéressée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la religion? Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Alors, j'avais été voir le bouddhisme, le soufisme, enfin, tout ça, mais ça ne me parlait pas. Et puis, je me suis dit, mais je suis née à Liège, en pleine société judéo-chrétienne, entourée de vestiges celtes. Je me dis, mais si je savais déjà ce que c'est ça. Et donc, j'ai commencé à regarder des bouquins et j'ai vu le pèlerinage de Compostelle qui reprenait un pèlerinage qui existait déjà bien avant par les Celtes. Et je me suis dit, yapi, je vais le faire et je vais pouvoir faire des photos. Et voilà, c'est comme ça que je suis. Ça a mis un certain temps. Il a dû se passer des choses, mais j'ai finalement réussi à partir et à le finir. Donc, voilà. En fait, tous les indices étaient déjà là depuis ta naissance, entre Depuis guillemets, ma naissance. à travers ton lieu de Exactement. naissance, et tu les as vus au fur et à mesure, quoi. Oui, mais il y en a que j'ai refusé. Je n'osais pas. C'est ça, c'est oser être soi. C'est pas évident quand on est face à ça et le regard des autres et ce que les autres peuvent en penser. Alors, on a besoin de diplômes, on a besoin que… Voilà, moi, j'ai évolué dans une société artistique. Je veux dire, quand on expose dans un musée, vas-y, quoi, de l'art contemporain, il n'y en a pas beaucoup qui sont croyants. Donc, c'était pas mon univers. Pas du tout mon univers. Et ni le leur, quoi. Mais là-dedans, ils vont me rejeter parce que pas toujours facile, les artistes. Hein. Ils vont m'exclure, quoi. Enfin, pour moi, c'était… Donc, voilà. Et cette partie-là de moi, je ne l'ai pas reconnue. C'est un beau cadeau qu'on t'a fait. C'est un beau cadeau. Il a fallu du temps avant d'ouvrir le paquet. Hein. Et justement, tu parlais de vider la coquille tout à l'heure. Ça vient d'où cette forme de la coquille de Saint-Jacques? Alors, la coquille Saint-Jacques, le symbole de la coquille, en fait, il y a plusieurs possibilités, mais la plus vraisemblable, c'est que les Celtes, déjà, ils ne s'arrêtaient pas à Compostelle. Ils allaient jusqu'au Finistère, ce qu'ils appelaient le bout de la terre, le Finistère espagnol, le bout de la terre. Oui. Et donc, c'est plein de coquilles Saint-Jacques. Et quand ils revenaient du Finistère, c'était la preuve qu'ils avaient fait le pèlerinage, mais en même temps, avec cette coquille, on peut boire, on peut demander l'aumône. Donc, ça peut servir à beaucoup de choses. Ça peut servir de cuillère, de fourchette, enfin, on peut se servir de beaucoup de choses. Et donc, cette coquille, ce serait aussi ce symbole à partir de là. Maintenant aussi, sur la coquille, on voit des stries qui montrent plein de chemins possibles, mais qui se rejoignent au cœur de la coquille. Donc, il y a cette symbolique-là aussi. Ouais, magnifique. Ouais. J'en ai trouvé une dans la campagne de Reims, dans la montagne de Reims, une coquille Saint-Jacques, toute petite. Bon, je ne vais pas vous raconter ça ici. Ça n'a pas arrêté tout le long du chemin hein, de recevoir des choses comme ça. Et je pense que quand on est… Mais à partir du moment où vraiment j'ai commencé à marcher plusieurs jours d'affilée pour quitter le mental, tant que tu n'as pas quitté le mental, c'est impossible. Donc marcher… Ce que je voudrais faire, moi, c'est d'emmener les gens sur le chemin, mais qu'il y ait au moins plus de 6-7 jours de marche parce que sinon, on ne va jamais quitter le mental. Même avec les petits exercices, etc., c'est compliqué. Avec ces exercices-là, ça aidera. Mais je voudrais au moins qu'on parte 8-9 jours pour que ce soit utile, pour que ça bouge. Sinon, au début, on n'est pas dedans. Et j'ai rencontré ici cet été, justement, en fin d'été, en septembre, une dame qui a fait Compostelle et qui a fait un bout. Et elle m'a dit, j'ai marché 5 jours, c'était pas assez, j'étais pas dedans. Et elle regrette d'avoir dû rentrer plus tôt parce qu'elle avait projeté ce voyage-là. Et elle m'a dit, mais il faut que tu y retournes, quoi. Ça n'a servi à rien du tout ce que j'ai fait. Alors, je ne dis pas que c'est pour tout le monde la même chose, hein, mais pour avoir marché avec quantité de gens, quand même, pour la plupart, et d'ailleurs, si les gens ils y reviennent tout le temps, parce qu'il y en a qui le recommencent sans cesse, c'est bien qu'une fois qu'on est dedans, qu'on est vraiment dedans, on rejoint, je pense qu'on rejoint ça, cette unité-là, justement, ces deux polarités, le mental et le divin,
Il y a un guide spirituel que j'écoute de temps en temps qui parle de divine humain. Elle dit, nous sommes des divines humains. Nous avons ces deux parts-là. Et de tous ces deux-là. C'est comme le féminin et le masculin. Tout doit se... pour travailler ensemble, en fait. Magnifique. Je suis en train de faire plein de liens. Parce que cette unité, je l'ai vécue dans le désert. Bon, je n'ai pas fait le chemin de Compostelle, mais j'ai marché pendant 10 jours dans le désert. Et à la fin, j'étais en connexion totale avec l'univers, en fait. Oui, c'est ça. Je pense que mais être dans le désert, tu sais, c'est pas faire comme une marche, comme tu fais le GR20, quoi. Tu es dans un état différent quand on fait ce genre de chemin-là. C'est pas la même chose que d'aller... Ouais, c'est magnifique. Voilà, je prends le GR20 ou le Mont Blanc, quoi. Il y a pas cet aspect sportif. On marche dans un autre état d'être. C'est ça. Voilà. Okay. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Super intéressant. Merci à vous. Et si vous avez envie de venir voir ce que c'est que Outreya, c'est comme Mighty Network, c'est ouvert. Voilà. Il suffit de demander le lien. Vous me demanderez le lien dans le chat, par exemple. Ou je peux vous le mettre là. Je ne sais pas si ça. Oui, tu peux le mettre là. Attends, où est-ce qu'il est? Le voilà, si je le copie. Voilà. Alors, le soleil, ce sera... Voilà, c'est ça. Le soleil, ce sera il y a un groupe qui s'appelle les alchimistes engagés. Il est payant, mais les 15 premiers jours sont gratuits. Donc, voilà. Parce que quand même, ça demande un petit engagement. Mais il n'y a pas que ça. Vous allez voir Outreya, vous verrez, il y a plein de choses. Voilà. Ah, super. Merci beaucoup, Bien, Anne. Merci, c'était très intéressant, 14, très enrichissant. 14. Voilà qui est intéressant. 14-14, tiens donc. 14, voilà. Absolument. Bonheur pour clôturer. Voilà. Qu'est-ce que tu disais, Patricia? Oui, je disais merci beaucoup. C'est très intéressant et ça donne envie d'aller voir un petit peu plus loin. Tout ça, voilà, il y a beaucoup de résonance dans ce que tu dis. C'est vrai que moi, autour de moi, beaucoup de gens ont fait le chemin de Compostelle et là, j'en ai encore 2 cet été. Donc là, quand tu as commencé à nous parler de ça, j'ai encore une 3e. Oui, oui. Voilà. Quand même, quand ça c'est quelque chose qui revient. Je ne sais plus qui me parlait de ça au bootcamp. Elle m'avait dit, je partirai avec toi quand... là, elle voulait partir. J'avais proposé un truc en septembre qui ne s'est pas fait, mais j'avais été trop vite pour le préparer aussi, je pense. Mais elle avait un problème de genou. Donc, elle m'a dit, je partirai avec toi parce que ça m'arrive tout le temps. Elle me dit, c'est pas possible, c'est que je dois le faire. C'est ça commence vraiment à trop résonner en moi. Jean-Claude aussi. Jean-Claude aussi, oui, il en avait parlé. C'est étonnant, il a voulu entrer, je ne sais pas pourquoi, parce que je l'ai accepté, puis il a disparu. Bon, il verra le replay de toute façon. En tout cas, le lien entre le tarot et le chemin de Compostelle me semble tellement évident. Oui. Voilà, parce qu'effectivement, il y a plusieurs dimensions. Il y a aussi la dimension sportive, la dimension physique que tu disais tout à l'heure, mais je crois que oui, bien sûr, il y a la dimension émotionnelle, la dimension spirituelle, et tout ça, on ne peut pas y aller que pour un, il faut y aller pour les 3 en même temps, oui. Pour l'unification en fait. Mais merci beaucoup, j'irai voir le lien, et au plaisir de partager ou de te poser des questions si besoin. Merci et bonne journée. Toi aussi. Maud, tu voulais ajouter quelque chose? J'ai plein de trucs à ajouter, mais je crois que voilà, ça risque de durer des heures. Mais ça m'a ouvert des portes géniales parce qu'en fait, j'ai reçu un tarot de Marseille il y a des années, quand j'étais toute jeune ado, et je l'ai toujours détesté parce que le petit livret ne mettait que des malheurs. Du coup, je n'ai jamais osé trop y chipoter parce que voilà. Et je me dis, c'est dommage parce que je viens de passer à côté de quelque chose qui a l'air hyper riche. Tu fais des liens avec le chemin de Compostelle. Je suis sûre qu'il y a plein de liens avec l'alchimie aussi. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai appelé mon groupe les alchimistes engagés? Parce que voilà, c'est celui qui va aller se transformer. D'ailleurs, il y a la carte de la transformation. Alors, bien sûr, on ne transforme pas le plomb en or.
c'est nous qui devenons cet or philosophique, quoi. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est nous qui devenons. Nous sommes cet or, mais nous le sommes dès le départ. Mhm. Et on n'a pas encore révélé. Donc, révélé comme la photographie, ah, d'ailleurs, on révèle les images. Donc, il y a cette idée d'aller se révéler, d'aller révéler qui on est. Et ça, c'est. Ah. Magnifique. Est-ce que tu aurais, je viens de le ressortir, je me dis, ah, voilà, c'est juste dingue, je regarde les images. Est-ce que tu aurais une référence ou un endroit où on peut, ou un livre, où il y a une première approche, une symbolique des arcanes qui peut être Alors, la une grille plus de lecture? facile, montre-moi le tien. C'est ça? Oui. Et peut voir. OK. Et les mineures, à quoi est-ce qu'elles ressemblent? OK, c'est un véritable tarot de Marseille. Parce qu'il y a des tarots universels. Alors, le plus facile alors, où est-ce qu'il est? C'est celui-ci. Elle parle des deux, du tarot de Marseille et du Rider-Waite. Le Rider-Waite, en fait, c'est un Tu sais tarot. me donner le nom de l'auteur parce que je n'arrive pas à bien lire. Alors, L'auteur, c'est qui? Emmanuel Iger. Ok. Voilà. Il est très facile et on a chaque fois les deux, le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Le Rider-Waite, il a été créé dans les années 1920-1930 par un Anglais, c'est pour ça qu'il s'appelle le Rider-Waite. Et le Rider-Waite, je vais vous montrer la différence. Il a cette particularité. Bon, le mât, vous voyez, il est différent ici, hein, donc ce sont des images un peu différentes. C'est moins clair, c'est moins précis hein, que le tarot de Marseille. Ça fait anglais. Ça fait Voilà. anglais. Par contre, ici, tu vois le 2 de bâton, c'est une image. Donc, c'est peut-être plus facile à interpréter que le 2 de bâton qui serait ici une arcane mineure. Bon, ici, ça, c'est le 2 de coupe. Les bâtons, c'est ceci, les bâtons. Ça, c'est le 3 de bâton. Enfin, bon, bref, là, ici, c'est le 3 de bâton, tu vois. Donc, c'est moins clair pour aller s'en imprégner. Maintenant, il y a beaucoup quand même de différences et normalement, dans les valeurs numériques, et ça, c'est dommage, parce que la carte numéro 11 et 8, ils les ont changées pour pouvoir mettre le 8 qui est je vais vous la montrer ici, la force. Dans le tarot de Marseille, c'est la 11, le numéro 11, mais en numérologie, le 11, il a vraiment une autre vibration que le 8. Et puis, il suit un certain ordre, donc il suit le 10. Donc, et le tarot universel, si je la trouve là rapidement, où est-ce que je pourrais voir ça? Ils ont mis la force, le voilà, en 8. Pourquoi? Parce qu'il y a un lion et ça correspond au signe du lion au mois d'août en astrologie. Donc, ils n'ont pas les mêmes nombres, donc ils n'ont pas la même suite logique quelque part. Voilà. C'est ce qui fait un petit peu la différence entre les deux. Mais ce livre-là, dans le livre que je t'ai montré, eh ben, elle fait chaque fois la comparaison avec les deux. C'est peut-être le plus facile pour commencer. Oui, parce que j'ai encore repris ma petite notice là, mais c'est que des horreurs. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont édité un truc pareil. Ouais. Je me dis, j'ai envie de pouvoir m'ouvrir à ça, mais sans qu'on me prédise des trucs épouvantables, quoi. Oui, oui, bien sûr. Alors, bon, moi, les livres, je m'en suis servie parce que, bien sûr, ça m'a aidé pour comprendre le tarot. Mais maintenant, je me laisse beaucoup plus inspirer par elle parce que, tu vois, il y a des choses que je t'ai dit par rapport au mât que tu ne trouveras pas dans les livres parce que c'est des choses que j'ai vécues, senties. Ça me... Comment expliquer?
Oui, je vois ce que tu veux dire, qu'il y a des choses qui vont se mettre en résonance avec toi, qui ne sont pas... Ils ne sont pas dans le bouquin parce que Voilà. c'est avec mon histoire et aussi avec mon chemin, comment dire, mon côté enseignant, parce que je pense que mon travail, entre guillemets, c'est d'être cet enseignant, à partir de qui je suis, bien sûr. Donc, ça va résonner avec les personnes qui me suivront. Si elles me suivent, moi, c'est parce qu'elles sont en résonance aussi. Donc, voilà, ouais. On est là-dedans, quoi. Mais une petite clé pour démarrer, ça Voilà, permet d'ouvrir. Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est très bien. Bon, je crois que je vais jeter cette notice. Oui, tu peux jeter cette notice parce que c'est épouvantable. Mais le tarot, je peux le garder, ça va. Oui, ça va. On va faire ça. Bon, bah, écoute, je te souhaite un bon après-midi. Un grand merci à toi. Merci aussi. Et à bientôt. Et à bientôt dans le village. Dans le village, au moins. Au revoir. Merci. Au revoir.